Vous n'avez peut-être pas encore fait la connaissance de mon nouveau partenaire hôtelier, mais vous avez forcément déjà visité certains des sites web d'hôtels qu'ils ont réalisés. Influence Society, c'est l'acteur incontournable du marketing hôtelier. Création de sites web, room directory en ligne ou accompagnement marketing digital et campagne d'acquisition, autant de solutions qu'apporte Influence Society. Plus récemment, mon partenaire a déployé des initiatives pour aider notre secteur hôtelier à utiliser l'intelligence artificielle au service des sales et marketing. Vous voulez améliorer votre stratégie digitale? Contactez Influence Society de ma part et bénéficiez de 45 minutes offertes avec son fondateur, Sébastien Félix. N'attendez pas que la technologie vous dépasse et faites de votre marketing digital un pilier de votre stratégie de développement grâce à Influence Society. Ma première invitée de l'année est une spécialiste des VSS. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez avec nous. Mais elle a beaucoup d'autres casquettes que nous allons immédiatement découvrir. Bonjour, Maude Descamps. Bonjour Maxime. Comment vas-tu, Maude? Eh ben, ça va très bien. Ouais, Et à une toi? période cruciale de ta vie en plus, j'ai l'impression. Et oui, c'est pas seulement le début de l'année où on se souhaite la bonne année, c'est aussi le début d'une nouvelle grande aventure parce que d'ici quelques semaines, je serai à nouveau maman. C'est assez incroyable bon, il y en a quelques-uns qui regarderont certains extraits et encore là, ça se voit pas trop, mais tu as accepté d'enregistrer avec moi, à quelques jours seulement de ton accouchement. Je pense que quand l'épisode sera sorti, normalement, tu seras maman pour la 3e fois, n'est-ce pas? J'espère être vite délivrée. Bah oui, je comprends. Écoute, on va pouvoir, reparler de toi, mais je te lance tout de suite dans une question, technique. Ça va peut-être intriguer certains des auditeurs. C'est quoi une ou des VSS? Alors, VSS, effectivement, c'est un acronyme qui est pas toujours très connu et que je ne connaissais pas il y a encore quelques années. Ça veut dire violence sexiste et sexuelle, tout simplement. OK. Et moi, il y a quelques mois, je ne connaissais pas ça non plus. En fait, j'ai découvert à travers toi, quand, on avait échangé dans la construction de ton mémoire. On va rediscuter de ça. Mmh. Hem, Avant de trop rentrer dans le détail, je voudrais bien que tu me racontes, qui tu es, comment est-ce que finalement tu en es arrivé là, au-delà des VSS, un peu ton parcours pro, ce que tu fais aujourd'hui et après on fera le lien avec, la thématique du jour. OK, avec plaisir. Pour commencer, moi j'étais pas du tout partie pour, travailler, sur le sujet des VSS, et pas non plus dans le secteur de l'hôtellerie, mais la vie est bien faite et en fait, moi, à l'origine, j'avais plutôt envie de travailler dans le monde des solidarités. Donc je suis partie, après une école de commerce, je suis partie en Thaïlande, au PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, faire un D'accord. stage, pendant lequel je me suis ennuyée à mourir. Mais vraiment, et du coup, j'ai bifurqué pendant ce stage, vers un réseau de franchisés, dans une boulangerie française locale à Bangkok. Et je me suis, régalée à tout point de vue, pas seulement parce que j'avais le droit de manger les viennoiseries, au siège de la boulangerie, et du coup, ça a un peu orienté la suite parce que je me suis dit que finalement j'avais très envie de travailler dans, éventuellement, la restauration et par extension l'hôtellerie. Et c'est pour ça qu'à la fin de mon école et de ma majeure entrepreneuriat, j'ai décidé de postuler dans le groupe Accor. Mmh. Donc je suis rentrée comme ça dans l'hôtellerie, à l'origine, sur un poste plutôt de chef de projet au sein de la direction des ressources humaines, sur un outil de mobilité et de gestion de carrière pour les managers du groupe Accor. Et du coup, voilà, l'aventure hôtelière a commencé plutôt, voilà, par la porte d'entrée siège, RH, Oui, et et RH. voilà, exactement. Avec déjà une OK. casquette formation, parce qu'il fallait former pas mal d'utilisateurs et utilisatrices à cet outil. Et donc j'ai fait des formations de formateurs et ça aussi, ça a été, assez important parce que je me suis pas mal révélée dans cette, activité, en tout cas avec cette casquette de formatrice. J'aimais beaucoup ça et bah, tu vois, 10 ans, 15 ans après, c'est mon activité principale d'être formatrice donc C'est drôle quand voilà. même. Mmh. Ah, c'est génial. Tu as été, hôtelière opérationnelle quand tu étais dans un groupe ou chez un indépendant? Et bah, oui, effectivement, après avoir passé 3 grosses années, donc au siège sur ce projet qui a périclité par ailleurs, mais bon, la petite histoire, c'est que notre logiciel, il s'appelait Success et en Mmh. fait, avec l'autre chef de projet, on s'amusait à la fin parce que ça avait été un échec, donc il portait très mal Ouais, son c'était nom. le fail de succès, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. En tout cas, pour moi, c'était une vraie réussite, cette première expérience, mais après, j'ai eu envie d'aller dans les opérations. Je trouvais que j'étais trop éloignée de la réalité du terrain
Et donc ça a pas été si évident parce que j'avais pas de formation, pratico-pratique, hein. Je sortais d'une école de commerce généraliste, donc c'était pas Mmh. si évident pour moi de rejoindre un hôtel, mais j'ai quand même réussi et du coup, je suis devenue responsable qualité et expérience client chez Pullman, donc Trop basée bien. dans un hôtel. Ah oui, et à quel endroit? C'était à Paris? Ouais, c'était à Paris, à La Défense. Ouais, ouais, c'est souvent comme ça que ça se passe. Voilà et donc là, j'ai pris une bonne claque, on va dire. Enfin Mmh mh. sur le job m'a vraiment enchantée. J'ai adoré ce poste de responsable qualité expérience client, mais j'ai découvert la réalité, de l'ambiance, terrain. Hem, je sortais du cocon feutré, du siège où on est un peu protégé, et j'ai été un peu jetée dans la gueule du loup de ce il faut le dire quand même, cet environnement de travail qui est assez particulier avec ces conditions de travail Mmh. qu'on connaît quand on y a travaillé et bon, ça a été très formateur, mais j'ai dû quitter ce job au bout de, un peu plus d'1 an quoi, je dirais 1 an et demi. Parce que D'accord, c'était ouais. compliqué au niveau managérial, pour ne pas rentrer dans les détails. J'ai Très mis bien. du temps à comprendre après coup, ce qui m'était arrivé, mais la situation était devenue vraiment très tendue, avec, le directeur de l'hôtel et Mmh mh. en fait, aujourd'hui, maintenant, je sais que j'ai dû faire face à une situation de harcèlement, mais à l'époque, j'étais absolument pas capable de la qualifier comme telle. OK, hyper intéressant. On va peut-être boucler avec, notre sujet après Mmh, alors si je comprends bien. oui, Très probablement. bien. Ouais, ouais, donc tu quittes cet établissement, tu vas faire quoi après? Et ben, je vais, un peu en catastrophe, hein, donc je suis en arrêt maladie, je cherche à me recaser ailleurs, j'y arrive tant bien que mal et je vais rejoindre un autre hôtel 5 étoiles, donc cette fois de la marque Sofitel à Paris et là Toujours le même groupe? ouais, toujours le même groupe et oui, je suis fidèle à Accor, je c'est une boîte Mmh mh. où je me sens bien, où voilà, j'ai eu quand même cette première expérience qui a été très, très forte au siège où, je me suis sentie, vraiment à ma place. Donc je persiste et je trouve un poste de responsable séminaire et banquet dans un autre hôtel, donc dans Paris et là, l'aventure dure pas très longtemps, probablement parce que je pense que j'étais quand même, bah, pas mal, déboulonnée par ce qui s'était passé avant et que du coup je gère pas du tout la pression. Il y avait plus de pression que dans le poste précédent et ouais, je pense que j'étais pas mal affaiblie et que du coup j'arrive pas à faire face et au bout de 6 mois là, juste après ma période d'essai, l'aventure s'arrête. Mmh. Si je comprends bien, tu étais un peu fragilisée de l'expérience précédente, tu étais Ouais, je un peu pense. en rémission et là, tu avais un truc, pas Exactement. complètement aligné donc tu as ouais, Ouais, tu as pas tenu le truc. exactement. Ouais, Voilà. ouais, ça se comprend. Donc Ça se comprend bien, OK. ça se passe pas forcément, dans la joie et la bonne humeur, cette fin de partie chez Accor. Et du coup, la suite est donc là, il faut s'imaginer que c'est pas si facile de remonter en selle et de se dire: «Bon, est-ce que je continue dans l'hôtellerie? Est-ce que je postule? Si oui, où?» Et finalement, assez vite, je me dis: pourquoi pas mettre tout ce que j'ai appris, à disposition d'étudiants ou enfin voilà, pourquoi pas faire bénéficier de mes compétences dans le cadre de l'enseignement ou de la formation, Mmh mh. et arrêter d'être salariée. Parce qu'à l'époque, je fais un bilan de compétences quand même, alors que j'ai une petite 5 ans d'expérience professionnelle, donc c'est assez peu pour faire un bilan, Ouais. comment dire? Un bilan de compétences. En même temps, en 5 ans, on arrive vite à se rendre compte de s'il y a des choses qui nous vont et d'autres qui nous vont beaucoup moins bien. C'est vrai, on sait vite, c'est vrai. Mais il y a peu de boîtes, enfin d'organismes qui fait des bilans de compétences qui sont OK avec, ce délai-là, hein. Ah ouais. Ouais, normalement, ils aiment bien avoir un Je peu. suis jamais passé par là, mais ça m'intrigue, ouais. Je trouve ça bizarre parce qu'en effet, si tu commences à 18 ans, à 23 ans, tu peux très bien savoir que ça te va pas du tout et qu'il est temps de bifurquer finalement. C'est vrai, Mmh. mais bon. En tout cas, celui que j'ai fait, le bilan de compétences que j'ai fait, il était assez clair et il mettait en lumière le fait que j'avais une personnalité aussi assez indépendante et autonome et donc que c'était plutôt, aligné avec, ce que j'étais de me mettre à mon compte et d'essayer de mener ma barque en tant qu'indépendante. Très bien et comment alors, enfin tu fais quoi en tant qu'indépendante du coup à ce moment-là? Et bah, là, je commence, très concrètement à me dire, je vais contacter les écoles hôtelières. Je vais leur dire ce que j'ai fait par le passé et je vais leur demander si ça les intéresse de me faire intervenir.
Donc je fais un truc très concret, c'est que j'appelle ou j'envoie des mails aux responsables pédagogiques des écoles hôtelières, que tu connais, Vatel, Ferrandi, Mmh. et toutes les autres On et les embrasse. on les remercie parce que Vatel, tu On les vois, remercie aussi. Vatel Ouais. Paris, je les remercie parce que c'est les premiers à m'avoir fait confiance. C'est-à-dire qu'un jour, je reçois un email, OK, on peut se rencontrer effectivement, enfin, notamment chez Vatel, tu vois, Oui. la responsable pédagogique m'a appelée en me disant: «Bah, nous, on a un cours qui est vacant, qui est un cours en image de soi et au regard de votre, expérience, est-ce que ça vous intéresserait d'animer ce cours pour nos bachelors?» Et donc évidemment, j'ai dit: Chouette. «Oui». Ouais. Donc j'ai commencé avec le Très bien. public C'est très drôle étudiant. parce que c'est exactement le genre de cours que j'anime la semaine prochaine, avec Ferrandi notamment, donc ça me plonge bien dedans. OK. Bah, c'est chouette, hein, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Mmh. mais je trouve que Ah j'adore, moi. ouais. Enfin, moi, je me suis vraiment bien amusée. Donc voilà, j'étais contente de commencer par là et puis dès que j'ai pris un peu confiance parce que je pense que c'était quand même le sujet aussi après, après des expériences qui m'avaient quand même, pas mal ébranlée, de reprendre confiance en moi et du coup, assez vite, je me suis dit: «Mais finalement, pourquoi j'irais pas vers la formation continue, c'est-à-dire vers les adultes?» Et donc, chemin faisant, j'ai commencé à me dire: «Bah, je vais aussi proposer des formations pour les entreprises, pour les hôteliers et Mmh mh. plutôt sur les thématiques que tu connais bien, de l'accueil, de l'expérience client, de la vente et Ah, trop cetera». bien. Donc j'ai commencé comme ça. Et on est en quelle année pour se situer un petit peu et voir combien de temps il nous reste jusqu'à maintenant? Et bah, c'était il y a 10 ans, on est en 2014. Ah oui, C'était il y a 10 ans. OK. Mmh. Donc on va remonter un petit peu avancer dans la pendule alors et qu'est-ce que tu as continué de faire? Déjà, est-ce que c'est à ce moment-là que tu travailles avec lycéennes? Parce qu'il faut quand même qu'on en parle et qu'on les Mmh. cite un peu. Ouais, exactement. Un peu après, je pense, lycéenne, ouais, peut-être un ou 2 ans après. Mais oui, c'est arrivé assez vite. Mmh, Ouais, ouais. Ouais. OK. Donc lycéenne, Lycéenne, donc effectivement. c'est, Ouais, vas-y. cette, école de commerce qui n'est pas une école hôtelière, hein. Moi, je pensais jamais travailler avec une école de commerce puisque j'ai fait un parcours très hôtelier et c'est toi qui m'as mis en relation il y a quelques années déjà avec, lycéenne de Nancy et Maxime, du coup le directeur, du master qu'on salue aussi, bien chaleureusement, qui nous a mis en relation, sur ce cours-là. Et alors là, tu vas peut-être me faire des liens que j'ai pas toutes les connexions, mais je crois que Solène, Auréa Davis, qui est aujourd'hui donc la CEO de Oco Hotels, a donné, des cours, avec lycéennes ou en tout cas elle a échangé et je ne sais pas si tu le sais, mais c'est elle qui t'a recommandé comme invité du podcast. C'est entre autres pour ça que tu es là aujourd'hui. Si, si, je sais tout ça. Et je sais aussi que, Ah! Solène, elle est allée animer des cours à lycéennes, sur mes recommandations. Parce qu'en fait, ouais, Tout exactement. s'explique. Et en fait et en plus, ce qui est drôle, tu vois, tu m'y refais penser, c'est que je pense que je l'ai mis en contact quand je suis tombée enceinte de d'Anna et que j'ai pas pu animer un cours à lycéenne et que du coup, Maxime m'a dit: «Bah, est-ce que tu aurais pas quelqu'un, pour te remplacer?» Et là, j'ai pensé à Solène qui était donc, diplômée de l'EDEC comme moi et qui a été ma première cliente. Ouais, Oco a été, Excellent. quasiment mon premier Oco client était ton hôtelier. premier Ouais, client ouais. sur un autre business dont tu vas nous parler bientôt, Ah bah non, sur le non, puisque non, sur le ah non, le c'est sur le business. business indépendant. OK. Ouais, ouais, sur les Ah, formations, c'est les premiers sur les formations. à avoir commandé, des formations, pour, former les hôteliers à accueillir la clientèle, dans leurs hôtels. C'est trop drôle, Mmh, ce petit monde. mmh. OK, donc te voilà formatrice pendant, enfin, quelques années. D'ailleurs, je comprends que tu fais encore ça, mais peut-être, que tu fais d'autres formations aujourd'hui. C'est quoi les autres paliers là? Moi, j'en sais un petit peu, mais je sais pas trop dans quel sens ça s'est fait. Alors, en fait, pendant on va dire, 6-7 ans, je fais des formations comme ça, je m'amuse à fond, sur les formations, d'accueil, expérience client, qualité de service. Donc je vais dans des hôtels, j'accompagne les hôteliers à comprendre quelles sont les bonnes postures d'accueil, améliorer, aussi le discours, en vente. Parfois, c'est des besoins comme ça. Ça peut être aussi gestion des conflits clients. J'anime beaucoup de formations sur la gestion des conflits clients. Mmh. Et d'ailleurs, à un moment donné, pendant le Covid, j'anime des formations beaucoup pour des restaurateurs que j'avais jamais eu avant parce qu'ils sont toujours occupés, et ils ont jamais le temps de se former les restaurateurs. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'anime pas mal de formations sur la gestion des conflits clients et je commence à observer, donc pendant le Covid, hein, tu vois 2020-21, je commence à observer qu'il y a pas mal de situations qui me sont remontées par des restaurateurs, qui sont en salle ou en cuisine, qui sont pas qui sont pas des situations de conflit, mais qui sont plutôt des situations de violence. Tu vois? Donc déjà ça commence à me mettre un peu la puce à l'oreille. Ensuite, il y a d'autres choses qui font que je m'essouffle un peu sur mes sujets et j'ai envie de faire autre chose. Il y a le fait que je quitte Paris, je deviens maman
j'arrive dans une région où je vis toujours aujourd'hui, qui s'appelle la région Haute-Savoie. Donc, je suis à Mmh. Annecy, où j'ai moins de réseau et c'est plus difficile d'aller trouver des clients. Donc, Ouais, j'arrive bien un sûr. peu à la fin d'un cycle, tu vois, on va dire. Et puis, il y a le Covid qui arrive aussi, hein. Mmh. Donc là, Tout s'enchaîne, hein. ouais, voilà, ça fait pas mal de choses. En plus, j'oublie de mentionner que on déménage à Annecy. Je dis on parce qu'à l'époque, je rencontre donc le père de mes enfants et on décide de s'installer à côté d'Annecy et d'ouvrir une maison d'hôtes. Toujours plus. Voilà, dans laquelle il y a aussi des travaux. Donc tu vois, ça fait des années où je m'éloigne un peu de mon réseau professionnel en quittant Paris et après Lyon. Je deviens maman, donc j'ai d'autres préoccupations. On achète un bien qu'il faut rénover, qu'il faut ouvrir en chambre Mmh. d'hôte, et le Covid nous tombe sur le coin de la tête. Aïe. Donc ça correspond, on va dire, à la fin d'un cycle pour moi, et après, j'accélère un peu la bande télé là, et après quelques réflexions, je me dis: «En fait, j'ai envie de garder mon métier de formatrice que j'adore, mais j'ai envie d'aller sur des nouveaux sujets, un peu plus engagés, qui ont plus de sens». Et un jour, je reçois justement un mail du directeur de mon école de commerce, et j'apprends que tous les étudiants et les étudiantes et les profs de l'EDEC ont été formés à la prévention des violences sexistes et sexuelles. Et là, je OK. me dis: «Incroyable, moi j'aurais bien aimé suivre ces formations-là à l'époque». Mmh. Ce qui n'avait évidemment pas été le cas. Et donc ça, plus d'autres réflexions, je me dis: «Mais en fait», et puis peut-être dans un coin de ma tête, bah, moi ce qui m'est arrivé quand même chez Accor, c'était probablement, une situation de violence. Tout ça mis bout à Mmh. bout, je commence à me dire: «Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour, accompagner les hôteliers et les managers sur ces thématiques-là?» Et je creuse et je vois qu'il y a rien, mais rien du tout. Donc petit à petit, je me dis: «Bah, j'explore le sujet». Et je me dis: «Bah, ça pourrait être une idée de changer un peu mon spectre, de mon éventail de formations que je propose, et d'accompagner les hôteliers sur ces thématiques-là». Sauf que, ces thématiques-là, Mmh. elles sont super nouvelles pour moi. Tu vois, c'est quand même assez éloigné de, image de soi, Ouais, bien accueil, sûr. vente, tu vois, c'est un peu éloigné. Je me reforme. Pareil, j'ai du mal à trouver où me former, mais j'intègre un diplôme universitaire à Grenoble en 2021-22 du coup. Et là, je passe Mmh. une année à me former sur, le sujet de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et j'adore. Trop intéressant. Génial, enfin, c'est un sacré sujet, mais en effet, c'est courageux de te remettre dans un DU, un diplôme universitaire, des années après avoir commencé ta carrière. Enfin, c'est un sacré changement. Maman, d'un enfant, une maison d'hôte, après travaux, à Annecy. Tous ces chantiers. Ouais, alors tout ça, ça s'est un petit peu installé quand même, hein, tu vois? Mmh. Ça s'est un peu installé, mais effectivement, mais je plonge dans cette formation, ravie. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'une renaissance, et c'est marrant parce que j'oublierai jamais la directrice du DU, elle nous dit quand on arrive: «Vous allez devoir passer d'une posture militante à une posture professionnelle». Mmh. Et moi, je sens que c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, je viens pour des raisons professionnelles, parce que je veux me former pour continuer professionnellement à proposer des formations et être calée et monter en compétence sur le sujet, mais je me sens pas du tout militante. Et les autres, c'est l'inverse, c'est plutôt c'est des filles. À l'époque, notre promo, c'était qu'une promo de filles, de femmes, et à l'époque, elles sont plutôt, militantes, et elles veulent faire de leur militantisme un pan de leur, carrière professionnelle. Ah ouais. Ouais, c'est drôle. Et moi, il se passe un peu l'inverse pour moi, c'est-à-dire que j'entre dans ce DU par le biais professionnel et je finis, en gros, très féministe. Mmh. Ah, c'est drôle. Bon, on Voilà. va creuser ça un peu alors. OK, et donc aujourd'hui, donc tu as rédigé un mémoire, on va en reparler dans quelques secondes, sur cette thématique-là. Et aujourd'hui, donc ton métier, tu as laissé de côté toutes les formations que tu animais avant, ou tu les animes encore et tu as rajouté un arc, VSS par-dessus? En fait, j'ai trouvé ça difficile d'avoir, les deux casquettes. Donc, j'ai décidé, de manière, bah, ça a pris un peu de temps aussi, mais ouais, j'ai arrêté de communiquer sur mes anciennes formations. Alors j'avais des anciens clients qui m'appelaient en me disant: «Est-ce que tu peux toujours, venir animer une formation à l'ouverture de tel hôtel?» ou C'est le moment où tu as commencé à m'envoyer des clients? Exactement. Mais très vite, je me suis dit: «Bon, c'est difficile de jouer sur les 2 tableaux, donc peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de mieux le faire, qui ont envie de le Mmh. faire et qui vont le faire tout aussi bien, voire mieux». Et c'est le moment Ouais. où je me suis rapprochée effectivement de toi et d'autres pour pouvoir, on va dire, même pas déléguer quoi, mais Mmh.
Ouais, qu'il y ait une reposition. continuité à Ouais. ton travail et que toi, tu puisses bifurquer sur ce qui était devenu ton cœur de métier. Ça ressemble à quoi? Une formation, au VSS? C'est qui ton public? C'est les managers? C'est les premières lignes? Comment est-ce que tu démarches? Enfin, il y a plein de trucs qui m'intriguent dedans. Ça ressemble à quoi? Effectivement, tu as raison de dire que, en fait, la porte d'entrée au VSS, il y a plus que de la formation, hein, sur le sujet des VSS. Tu vois, un hôtel ou une entreprise, quelle qu'elle soit, qui veut mettre en place une politique de prévention au VSS, elle va pas faire que de la formation. Ça, je l'ai compris au fil de l'eau, mais c'est vrai que c'est quand même la porte d'entrée, c'est une sensibilisation, donc plutôt une demi-journée, 2-3 heures, ou une formation sur ce que sont les VSS. Justement, qu'est-ce qu'on met derrière les violences sexistes et sexuelles? Moi, j'étais à 1000 lieues de connaître les définitions légales avant, de savoir ce que ça voulait dire et de les comprendre très concrètement. Donc, la plupart du temps, la porte d'entrée pour les entreprises, alors aujourd'hui, j'ai des clients hôtels, mais pas que, hein, parce que c'est un sujet qui est vraiment transverse et qui est commun à énormément de secteurs d'activité, même si moi, j'ai décidé de me spécialiser dans l'hôtellerie. Souvent, c'est une formation d'une journée pour des managers, parce que pareil, c'est la première ligne qui est concernée, heu, ou des hôteliers, mais souvent des managers, et on parle le matin, on essaye de travailler autour d'une pyramide des violences sexistes et sexuelles pour identifier les différentes VSS, parce que c'est pas si évident de faire la différence entre un agissement sexiste, d'un Ouais, outrage tu sexiste. peux, enfin, c'est explicable à l'oral, c'est les différences entre les différents niveaux? Moi, je les connais parce que je me suis replongé dans ton mémoire, mais Mmh. j'avoue que sinon j'aurais pas pu les citer. Ouais, c'est explicable à l'oral. Après, le mieux, c'est d'aller voir, une vidéo hyper bien faite de Caroline de Haas sur, Brut, où elle explique très bien, la différence entre, ces différentes Cool. VSS, mais Bah, tu me l'enverras et je ouais, je la t'enverrai le lien. partagerai Mmh, dans la newsletter. Maintenant, je mets toutes les références dans la newsletter, comme ça, mmh. c'est facile pour les auditeurs de retrouver tout ça. En tout cas, pour les auditeurs et les auditrices, il faut garder en tête qu'on parle de pyramide. Pourquoi? Parce qu'en bas de la pyramide, c'est on va mettre les violences qui sont, entre guillemets, «les moins graves», mais aussi parfois les plus banales, mais les moins Mmh. sévèrement, punies, et en haut de la pyramide, on a le viol, qui est donc un crime et qui Ouais. est la violence sexuelle la plus, grave et la plus condamnable. Mmh. Et entre les 2, tu as, en bas, tu as l'agissement sexiste, hein, concrètement une blague sexuelle, une blague qu'on dit lourde, c'est souvent qualifiable par le code du travail comme un agissement sexiste. Ouais. Ouais, je sens Moi, que tu as je une me pose question, toujours la vas-y. question de ouais, bah, ouais, de la limite, en fait. Tu vois, où est la limite? Pour moi, je suis un nouvel employé, j'arrive dans une entreprise, qu'on m'explique de ce que je peux dire et ce que je peux pas dire. Mmh, C'est un vrai sujet mmh, parce que, peut-être que pour moi, quelque chose que j'aurais dit, paraîtrait anecdotique alors que toi, tu le reçois pas du tout de telle manière et puis, surtout si moi je le dis, ça va, mais si, les mmh, 30 autres mmh. collaborateurs de mon hôtel te disent la même chose tous les jours, tu le récupères pas de la même façon. Donc, ouais, où est Où est la la frontière? limite peut-être légale, ouais, ou la frontière clairement? Bah, c'est justement ce dont on parle dans les formations, parce que tu es pas le seul. Tout le monde, enfin la plupart des gens ne connaissent pas justement la frontière, et c'est ce dont on parle en formation. C'est-à-dire, à quel moment j'ai le droit de séduire au travail? Parce qu'encore une fois, le code du travail n'interdit absolument pas la séduction au travail, hein. Je sais pas si tu connais la stat, mais tu as 1 couple sur 4 qui se forme au travail, donc ça veut bien dire que Coucou, j'en fais ah voilà, partie. voilà. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a eu un rapport de séduction sur le lieu de travail ou en dehors du lieu de travail, Bon. mais dans le cadre de votre relation professionnelle, et ça, c'est OK et tant mieux, et les femmes s'en réjouissent. Mais et les hommes aussi, bien évidemment, mais Mmh. c'est à distinguer la séduction du harcèlement sexuel, qui est évidemment condamné par le code du travail, qui est un Ouais. délit, et la frontière, ben, elle est simple, elle est dans des agissements qui sont répétés. Tu vois, par exemple, la notion de répétition, moi j'ai appris ça, c'est 2 fois. En droit français, c'est 2 fois. C'est-à-dire que tu fais une blague, à connotation sexiste ou sexuelle, subie, et qui crée un environnement de travail dégradant. Tu le fais une fois, c'est entre guillemets «juste un agissement sexiste». Tu le fais une deuxième fois, Oui, ça peut être constitutif de harcèlement sexuel, parce que la répétition, c'est au bout de 2 faits. OK. Donc tu as ça, Je voudrais il être faut très savoir. concret pour qu'on comprenne, mais, je te dis, demain on arrive au travail tous les 2, je te dis: «Tu es jolie». Là, on est sur un compliment, on est sur de la séduction. Je te dis, «Tu es bonne», là, on commence à être limite et si je te dis: «Tu es bonne», 3 jours de suite, là, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus grave. En gros, exactement. Mmh. Désolé, hein, je le Non, non, caricature non, avec, mais en gros, c'est ça. mon Non, non, mon mais en gros, c'est vocabulaire, ça. Non, non, mais en gros, c'est ça. Pareil, les compliments, ils sont OK au travail, mais c'est pareil. Comment tu me le dis: «Tu es jolie», ça dépend. Moi, j'ai pas, la comment est ton regard? Sur quoi porte ton regard? Ça dépend à quel moment il intervient, tu vois? Il y a des femmes qui racontent au travail qu'elles
elles sont dans une discussion professionnelle avec un collègue ou avec un N+1, et à un moment donné, elles sont pas tout à fait d'accord sur le sujet, et c'est le moment où en profite la personne pour lui dire: «Au fait, cette coiffure, elle te va vraiment bien», ou «Cette robe, je l'aime Mmh. beaucoup, tu devrais la remettre plus souvent». Et tu vois, Ouais. c'est le Hyper moment où dégradant et ça te remet à ton rôle de en fait, tu es juste une marionnette alors qu'on est en train d'avoir un débat sur un bah ouais, truc hyper sérieux, quoi. alors que Ouais. le compliment, il pourrait être, il arriverait à un autre moment, il pourrait être interprété complètement différemment. Donc dans le droit français, tu as vraiment aussi comment la personne, elle perçoit ce, entre guillemets, «compliment». Mmh. OK, mais donc c'est bien encadré d'un point de vue légal. C'est le problème, j'ai l'impression, c'est plutôt sur le fait qu'on soit pas sensibilisé à qu'est-ce qui est quoi, mais en tout cas, il y a la loi est bien derrière et plutôt du côté de la victime. Aujourd'hui, la loi, je dirais qu'elle est bien faite, mais l'application de la loi, elle est vraiment C'est autre perfectible, chose. Mmh. tu vois? OK. Et oui, la loi, elle est pas toujours connue, c'est aussi ce que j'ai montré dans mon mémoire, c'est que les managers, ils ont une grande méconnaissance de ce sujet-là, que ce soit du point de vue juridique ou du point de vue, même Mmh. pratico-pratique. Qu'est-ce que je fais quand ça arrive dans mon hôtel? Ouais. On va justement plonger dans ce mémoire, que tu m'avais envoyé il y a déjà un moment. Ça je l'ai lu, mais je l'ai relu ces jours-ci, et il y a des choses qui sont quand même, édifiantes. Tu peux nous donner quelques chiffres ou moments clés, qui sont pour toi significatifs au sujet de ces VSS? Alors je veux bien, sachant qu'il y a pas beaucoup de chiffres entre guillemets «officiels» sur les violences sexistes et sexuelles dans l'hôtellerie. Tu vois, Mmh. l'objet d'un mémoire universitaire, c'est d'aller chercher de la matière, on va dire scientifique, pour que ce soit fondé. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, il y a peu de gens qui ont travaillé là-dessus en France. Donc j'ai dû m'appuyer sur 3 enquêtes qui ont été, faites, aux États-Unis, en Angleterre et par un consortium dans les pays scandinaves. Et en gros, les chiffres étaient assez similaires, pardon. Et l'idée, c'était de se dire, enfin, l'idée, c'était de garder en tête que un salarié sur 2 dans le secteur de l'hôtellerie dit avoir déjà été victime de harcèlement sexuel. Waouh! Est-ce que c'est une salariée sur 2 ou est-ce que c'est tous sexes confondus? Non, c'est tous sexes confondus. D'accord, et est-ce que c'est Mais marqué chez les évidemment, hommes aussi, les VSS? alors oui, mais dans une proportion, Ouais, moindre. très faible. Ouais, ouais, Mmh. bah, ouais, largement. Dans le monde du travail aujourd'hui, donc hors contexte hôtelier, c'est une femme sur 3 qui dit avoir été victime de harcèlement sexuel au travail. Ça, c'est beaucoup, ça fait Waouh, 30. c'est énorme, Ouais. c'est énorme. Et après, plus spécifiquement dans l'hôtellerie, si tu es femme de chambre, par exemple, si tu es une femme de chambre, si tu embrasses cette carrière-là, tu as un risque sur 2 de tomber, face à un client, qui se fasse présenter nu quand tu rentres dans sa chambre ou quand tu es au voilà, quand tu Mmh, ouais, dois le l'affaire DSK, c'est pas tant, une exception que ça finalement. Enfin peut-être, non. en tout cas dans ces extrêmes certainement que si, mais 1 sur 3, non 1 sur 2 Mmh. Une femme de chambre sur qui tombe 2, sur une femme de chambre pendant sur sa 2 qui tombe carrière, sur un client ouais, nu. exactement. C'est fou. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, ouais, c'est beaucoup. Et après, ce que j'avais retenu également, c'est que ce à quoi une personne dans l'hôtellerie est le plus exposée, et la plus exposée en termes de VSS, ça va être, des propos obscènes. Tu vois? La chose à laquelle tu es la plus exposée, Mmh. c'est des Moi, je propos, pense tout de suite à la cuisine, hein, désolé d'avoir fait des clichés, mais bah, enfin de si. faire des clichés, mais je suis aussi passé par là. C'est violent, hein. Mmh. C'est Alors là, c'est ouais, quand même pareil. très marqué. Ah ouais, ouais, pareil, dans la cuisine. Donc moi, dans le cadre de mon mémoire, j'ai fait une enquête auprès de directeurs et directrices d'hôtels, et tout le monde s'accordait, enfin tout le monde, j'ai interviewé une dizaine de personnes, s'accordait à dire que spécifiquement la cuisine, c'est un des lieux les plus violents, Mmh, d'un établissement hôtelier. ouais. On va pas faire de grandes généralités en disant que toutes les cuisines sont comme ça, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que, enfin, même moi, j'ai souvenir de quand j'étais, jeune stagiaire en cuisine, c'était déjà «violent» entre guillemets pour un homme, mais pour une femme, il y avait en plus le côté, sexuel où elle était remise, dans sa catégorie, dans son genre, qui était d'autant plus, violent, et enfin, il fallait qu'elle soit sacrément solide. Je me souviens d'une chef de partie quand moi j'étais stagiaire, elle avait de la résistance, hein, parce que ce qu'elle prenait tous les jours, c'était quand même, sacrément lourd. Mais en fait, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu appelles résistance, Mmh. c'est un peu une intégration des violences. Moi, c'est ce que j'ai montré dans mon mémoire, c'est qu'en fait, les salariés, hommes et femmes de l'hôtellerie-restauration, ils sont soumis à plusieurs types de violences. Pas que les VSS, tu vois, les violences des conditions de travail, la violence parfois de la domination des clients. Et du coup, pour eux et pour elles, les violences sexistes et sexuelles, c'est une violence supplémentaire qui est un peu part of the job.
tu vois? OK. Et du coup, c'est presque intégré, c'est-à-dire que une sorte de fatalité quand on intègre l'hôtellerie et qui plus est la cuisine, de se dire: «Bon, bah, de toute façon, je sais que ça fait partie du métier, ça fait partie du secteur». Et il y a quand même une vague de je pense qu'il y a quand même un vrai changement parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui élèvent la voix pour dire: «Bah, non, en fait, on peut travailler dans une cuisine et dans un hôtel, exempt de violence où c'est pas forcément constitutif, du job». Enfin, on doit trouver que c'est pas normal de travailler dans un environnement professionnel, violent. Mmh, là, dans ce que tu racontes, on comprend que ce sont des choses entre collaborateurs. Déjà, est-ce que les VSS, c'est à tout niveau de collaboration ou est-ce que c'est plutôt management, versus, 1re ligne? Et est-ce que ça concerne aussi les clients et peut-être si tu as des proportions de qu'est-ce qui concerne quoi? Ouais. Alors, bah, les enquêtes justement, sur lesquelles je me suis appuyée, elles montraient que principalement c'était plutôt du harcèlement sexuel de la part des, clients, plus que, entre employés. Ah ouais? Ouais, ouais, OK, ouais. j'aurais pas dit. Et en fait, c'est assez logique parce que, ben, dans l'hôtellerie, tu es exposé à c'est des métiers de relations clientèle, en fait, tu es Oui, en mais lien du avec coup, du ça veut dire public. qu'il y a qu'une partie des employés qui sont exposés, que ceux qui sont en ligne avec le client? Ouais, ceux qui sont en Donc frontline. typiquement pas les cuisines, alors les femmes de chambre, oui, parce qu'elles y rentrent typiquement, mais pas tous les départements administratifs et back office. Non, mais du coup, en proportion, et ben, tu as quand même plus de personnes dans l'hôtellerie, ça je connais pas la stat, mais plus de personnes qui travaillent en frontline, donc en contact avec les clients, tu Ouais. vois? Toute la réception, tous les étages, la salle, c'est déjà beaucoup, hein, et du Mmh. coup, et ben, ils ont un risque plus important d'être exposés à des situations de violence, sexistes et sexuelles. Et D'accord. effectivement, en premier lieu, c'est plus, des violences qui viennent de la part de clients que des emplois des em de harcèlement sexuel, par exemple, entre employés, entre collaborateurs. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, enfin moi je l'ai montré dans mon mémoire, c'est que pour les managers, c'est plus facile de gérer une situation problématique de la part d'un client qu'une situation entre salariés qui est un peu Ah bah, bien sûr. un nid à problème. Ah bah, bien sûr, ouais, je te confirme et c'est pour ça que ça m'étonne parce que pour moi, c'est tellement évident quand il y a un harcèlement d'un point de vue d'un client, dans le sens que tout le monde le voit et puis généralement toutes les équipes, elles sont «soudées» entre guillemets face aux clients, en tout cas entre elles. Je trouve que c'est beaucoup plus subtil quand ça se passe, dans une cuisine ou dans une équipe qu'entre collaborateurs où la plupart n'ont même pas, ne se rendent même pas compte de ce qui est en train de se passer. En fait, c'est plus pernicieux effectivement. Après, Mmh. quand tu dis, bah, c'est obvious que quand ça vient d'un client, les collègues sont soudés et tout, certes, mais du coup, c'est pas forcément, toujours très bien géré, tu vois? Pourquoi? Parce que, bah, surtout si tu vas dans un palace, où, le client, il rapporte beaucoup d'argent et qu'il a des comportements sexistes ou sexuels, et bah, c'est difficile de la part du manager de prendre une Ouais. décision comme par exemple de lui dire: «Ben». Complètement et je vais illustrer parce que tu m'avais interviewé, je sais pas si tu te souviens pour Oui, ton bien mémoire sûr. justement sur Mmh. ces sujets et évidemment c'est anonymisé dans ton mémoire, mais bon, comme c'est moi, je peux quand même me permettre de raconter. Hem, Balance. tu bah, si typiquement, enfin, ce truc de client, c'est hyper fort. Moi, j'ai un souvenir d'intervenir en pleine nuit dans une suite présidentielle parce qu'il y avait alors c'était pas le client lui-même, mais c'était ses sbires, un entourage. On parle de clients politiques, étrangers, séjournant en France dans un séjour qui est encadré en plus par la police, par le ministère des Affaires étrangères, hem et la personne a fermé la cuisinette, la kitchenette comme on dit dans le jargon, devant enfin derrière une employée de room service et a essayé de l'embrasser, hem, selon lui gentiment. Et dans ces cas-là, il y a clairement pas de gentiment et elle a tout balancé par terre, elle est partie en courant et moi elle est venue me chercher à ce moment-là. Va expliquer, au client, sans faire un problème d'État et là on parle tout de suite de problème d'État parce que littéralement c'est des politiques à très, Bien très sûr. haut niveau, hem, donc il faut trouver ce juste milieu et de mon point de vue d'expérience client, j'ai un client qui dépense 30 000 € par nuit. Je fais quoi? Je le mets dehors parce que l'un de ses sbires s'est mal comporté Mmh. vis-à-vis de mon Mmh. employé du room Mmh. service. Waouh! Mmh. C'est super délicat, et c'est toujours très, très dur de trouver le juste milieu. Par contre, pour moi, il y avait une chose qui était essentielle, c'était de protéger la collaboratrice en question, qu'elle soit plus exposée à ça, hem et mettre les limites pour que ça se reproduise pas, quoi. Bien Et sûr. après, il Mmh. y avait un traitement qui relevait de ma direction générale, qui était pas le mien, vis-à-vis de ce client, mais en tout cas protéger, enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai réagi, essayer d'éteindre l'incendie comme je pouvais. Mmh. Ouais, bien sûr.
C'est la première chose à faire. Mais effectivement, c'est toute la difficulté, en fait. C'est de savoir, comment même si c'est plus facile de fixer des limites à des clients que tu vas avoir de gérer une situation en interne entre 2 personnes, entre 2 collègues, de travail, ça reste compliqué, surtout quand on monte, dans les hôtels, les plus luxueux parce que c'est politique, parce que les clients, ramènent de l'argent et que c'est pas toujours facile. Après, les managers, ils se débrouillent bien, enfin, ils trouvent des subterfuges, voilà, pour Mmh. protéger les personnes. Mais ça reste, tu vois bien, ça reste des situations qui sont pas ultra bien gérées, quoi. Tout le monde connaît une, heu, une salariée qui va raconter qu'elle a eu peur. Alors, ça va pas toujours jusqu'à voilà, devoir lâcher le plateau et partir parce qu'il y a eu une tentative d'agression sexuelle. Mais tu vois, moi, je me souviens chez Sofitel de faire un accompagnement en chambre d'un Ouais. client russe, et dans l'ascenseur, je sens le regard du client qui me dérange. Je sens une menace, en fait. Donc là, il y a aucune parole qui est échangée, rien du tout, mais je sens quelque chose qui me convient pas et pour autant, il faut que j'accompagne ce client dans sa chambre. On a les bagages, c'est le Mmh. protocole et tu vois, tout ça s'est passé on va dire de manière, artisanale, enfin avec du bon sens. Là, il y a un de mes collègues qui prenait l'ascenseur au même moment et qui devait aller ailleurs, qui a senti la situation. Tout ça, c'est de l'ordre du Ah ouais. non-verbal. Ouais, et qui du coup a changé son parcours et qui a fait l'accompagnement avec moi. Le client est devenu très mécontent. Enfin, tout ça, encore une fois, sans parole échangée parce qu'on Ouais, parlait je pas la vois. même Mmh. langue. Mais du coup, on l'a accompagné à 2 et je me revois, sortir de la chambre du client et remercier mon collègue d'avoir eu la présence d'esprit de sentir, on va dire, ce danger. Donc au final, je suis rentrée chez moi, il s'était rien passé. Mais c'est toute la difficulté de ces violences-là, qui est d'ailleurs très bien montrée dans une série qui s'appelle H24, que je recommande, D'accord. vraiment aux auditeurs, aux auditrices, qui est top et que parfois, en tant que femme, on vit une situation, que ce soit dans le cadre professionnel ou ailleurs, où in fine, il s'est rien passé, mais nous, on a Mmh. senti qu'il y avait un risque, qu'il se passe un truc. Ouais, c'est très subtil. Mmh. Comment veux-tu le démontrer après? Et si tu interroges le client, il te dira: «Mais non, mais pas du Mmh. tout», Mmh. tu peux enfin, ouais. Mmh. Ouais, c'est dérangeant. Mais ouais, ça, moi, en effet, je pense qu'en plus, quand on est un homme, on mesure pas, parce que moi, personnellement, j'ai jamais vécu ça, cette situation de danger et pourtant j'ai accompagné des centaines de clients et clientes. Alors que je pense que quand tu es une femme, beaucoup de femmes, réceptionnistes dans des hôtels ont dû, à un moment dans leur vie, sentir au moins ce regard pesant, sans jamais pouvoir en parler à personne. Mmh. Tu aurais des conseils, justement, peut-être pour un hôtelier ou pour des managers ou pour des collaborateurs, à quoi faire dans ces situations? Ou peut-être, je sais pas, tu me racontes cette histoire d'accompagnement, avoir un bip de sécurité, avoir, je sais pas, des outils qui puissent un petit peu aider? Bah, en fait, déjà la première chose que peut faire un manager ou voilà une équipe encadrante, c'est d'alerter sur ces situations, en fait, tu vois? De ne pas les taire et de dire qu'elles peuvent arriver. Alors il y a plein de boîtes, qui le font, hein, tu vois? Il y a plein de chaînes hôtelières qui ont des formations là-dessus, mais toutes ne les ont pas. De dire que voilà, ça peut arriver, d'expliquer aussi quelles sont les situations à risque. Tu vois? On sait que les situations, les lieux, par exemple géographiques clos, comme une chambre Ouais. froide, comme un économat. Tu vois, c'est des lieux qui sont clos, où il y a pas de témoins, c'est des lieux qui sont plus dangereux que d'autres et donc il faut être conscient, Mmh. de Pas de ce témoin, pas de risque-là. caméra. Ouais, exactement et tout le monde sait Ouais. que les VSS, hein, même hors cadre professionnel, bah, tu vois, les gens vont pas s'amuser à aller, violer sur la place publique avec des témoins. Ça se fait toujours ou souvent à huis clos, et c'est ça qui est très, très compliqué dans toutes, les affaires, de violences sexistes et sexuelles. C'est que souvent il y a pas de témoins, donc il y a pas de preuves, donc souvent, ben, faute de preuves, on les classe sans suite. Donc moi, ce que je Mmh. conseillerais, c'est voilà, déjà de libérer la parole là-dessus en disant que c'est pas parce qu'il y en a pas eu, parce que souvent on pense qu'il y en a pas eu dans les entreprises, dans les hôtels, que statistiquement il y en a pas eu et qu'il y en aura pas. Donc être conscient du risque, Ouais. au même titre que les autres. C'est pas parce que personne n'a rien dit qu'il s'est Ouais, jamais rien passé, hein. exactement, exactement. Et au même titre que les autres risques, tu vois? On le sait, hein, dans un hôtel, il y a plein d'autres violences qui peuvent arriver et souvent on est plus voilà, on est plus formé à faire face à un client violent qui va arriver avec une arme ou menaçant Ouais. que, Nous, on était formés, hein. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas de braquage? On avait mmh, le directeur de la sécurité qui nous formait par rapport à ça. On n'a jamais été formés
à, qu'est-ce qui se passe dans un cas de VSS et Mmh, déjà qu'est-ce que c'est qu'une mmh, VSS? Là, savoir mmh. l'identifier et réagir. Ce que tu vois tout à l'heure, tu disais la jeune femme, ta collègue, dans ce palace-là qui Oui. dont le client avait voulu, l'embrasser sur la bouche. Mmh. Ça, c'est une agression sexuelle. Tu vois? C'est important de savoir pénalement que c'est un baiser volé. Moi, je l'ai compris après, un baiser volé, ce qui m'est arrivé, c'est pas un baiser volé, c'est une agression sexuelle et c'est D'accord. un délit et voilà, C'est un délit. c'est OK, ouais. pénalement, c'est répréhensible. Donc ça, c'est important de le savoir et après alors tu parlais d'un bouton ou d'un téléphone, effectivement, tu vois, après l'affaire, DSK, il y a des femmes de chambre qui ont été équipées aux États-Unis d'un panic button autour du cou. Tu peux avoir, ni plus ni moins un téléphone avec un bouton, appel d'urgence. Tu peux, bah, dans certains cas, heu, faire en sorte d'envoyer quand tu sais qu'il y a une délégation où ça peut être compliqué d'envoyer des hommes plutôt servir ces personnes-là, Mmh. Ouais. ou, imposer que la porte soit ouverte systématiquement, tu vois? Laisser la porte ouverte. Mmh mh. Ouais, il y a des choses comme ça à faire et puis, tu peux aussi, rappeler, dans ton hôtel, mettre des panneaux en disant tu vois, comme quand tu vas, dans le public là, à la poste ou ailleurs, enfin je sais pas si j'ai vu ça à la poste, mais si à l'hôpital la dernière fois. Tu vois, tu as des panneaux avec marqué, que, les injures, les incivilités sont pas tolérées à l'hôpital et que Ouais. tu vois, tu peux d'une Ouais, donc manière sensibiliser à tous ouais, les niveaux, ouais, ouais, tu avec tous les moyens de mmh, communication possibles. mmh. OK. Je sais que tu utilises la VR dans tes formations, donc la réalité virtuelle. Tu peux me raconter comment ça se passe? Comment tu en es arrivé à développer ça? Encore un acronyme, la VR. Effectivement, Ouais, moi, je suis toujours à l'affût dans mon métier de formatrice de supports, pédagogiques qui sont innovants, qui sont ludiques, qui sont chouettes, même si la plupart du temps, je forme de manière, on va dire, classique. J'adore inventer des jeux et des activités et là, il se trouve que, j'ai rencontré, Reverto, qui est une petite start-up, lyonnaise qui s'est spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux par le biais de la VR, donc de la réalité virtuelle et je les ai contactés parce que je trouvais ça trop cool, trop chouette et du coup, eux, ils ont écrit des films, des scénarios, en fait, tu vois? C'est pas des formateurs, c'est des concepteurs de solutions technologiques et ils ont, des films sur les VSS, et sur le harcèlement sexuel qu'ils utilisent auprès de clients, surtout de gros clients, pour sensibiliser à ces thématiques-là. C'est un peu une introduction au sujet et en fait, c'est assez chouette, donc j'ai eu l'occasion de l'utiliser, ré de temps en temps. C'est assez chouette parce que ça permet, une approche du sujet qui est vraiment différente d'un film lambda ou, bah, d'un PowerPoint classique. mmh, Parce que pourquoi? Bah, tu es dans un casque, tu vois un film, tu es dans la peau de quelqu'un qui va subir des violences, et tu vas l'expérimenter de manière beaucoup plus immersive que si on te dit, «Une femme sur 3 est victime de harcèlement sexuel». Tu vois? Ça va t'atteindre différemment et ça va toucher une sorte d'empathie qui va faire que si tu es témoin après dans ta boîte de ce genre de situation, bah, tu seras plus à même de te dire: «Ah ouais, ça en fait c'est pas OK et il faut que je brise la mécanique, du harcèlement que je vois à l'œuvre là, chez cette collègue». c'est hyper intéressant comme moyen de parce que je pense que le le, mmh, le gros danger justement là-dedans, c'est le la c'est pas l'inconscience, mais la méconnaissance, notamment du public masculin, de ces dangers-là parce qu'en fait, on s'imagine pas du tout et le fait de te mettre un casque, te dire: «Bah, voilà, ce que vit une femme dans son quotidien», parce que dans la plupart de ces situations, ce sont des femmes, «Tiens, prends conscience et peut-être Mmh, que la prochaine fois, tu feras plus attention avant d'agir». mmh. Ouais, c'est intéressant de voir la réaction des hommes, effectivement. Déjà juste petite précision quand même, les hommes bah, il y en a, hein, qui sont, victimes, de sexisme ou de alors ils le définissent pas forcément comme tel, comme du Ouais, harcèlement sexuel, mais tu vois, au cours de mes formations, je trouve ça intéressant de remonter qu'il y a quand même des hommes qui après coup disent: «Ah bah oui, bah moi du coup, quand, ma, N+1, elle m'a invitée, et qu'elle m'a accueillie chez elle en petite tenue alors que je pensais que c'était une soirée d'équipe, et qu'elle m'a sauté dessus, bah, en fait et que c'était au début de ma carrière quand j'avais 20 ans, ah bah oui, oui, effectivement, ça je comprends mieux, à quoi ça fait référence, tu vois? Ça arrive quand même dans la vie des hommes, dans la vie professionnelle des hommes, mais effectivement en moindre, proportion et après, ouais, ce qui est sympa, c'est de voir comment, quand ils retirent le casque, certains d'entre eux disent: «Ah mais en fait, c'est vraiment dérangeant là,
Stéphane, qui s'approche de moi et qui me murmurait quelque chose à l'oreille. Là, j'avais l'impression Mmh. qu'il allait, mais il me dérangeait et ça, tu peux pas le faire vivre autrement Ouais et puis que dans un casque de réalité virtuelle, tu vraiment t'entends quand on te chuchote à l'oreille, ah quoi. bah, ouais, là, c'est bien fait. Ah. Donc conseil pour, nos insiders là qui sont en train de nous écouter, ils sont, collaborateurs, dans l'entreprise, ils sont ou victimes ou témoins, de VSS dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? En fait, moi, mon premier conseil, c'est d'être un peu en alerte, tu vois? Parce qu'une situation de harcèlement, bah, d'ailleurs qu'elle soit morale ou sexuelle, souvent les collaborateurs vont quand même, pas toujours, mais vont en avoir conscience. Ils vont voir que la personne, va mal, se met à l'écart, voilà, une situation avérée. Par contre, je trouve qu'on laisse trop passer une sorte de terrain qui est fertile au harcèlement sexuel, qui est le sexisme ordinaire. C'est Oui. un peu le fléau, tu vois? C'est ce que disait Solène quand je l'ai interviewée. Elle disait: «Moi, c'est le truc que je trouve pénible dans les hôtels, c'est le collègue lourd», on utilise souvent ce terme, qui va pourrir un peu l'ambiance de travail parce qu'il passe son temps à faire des blagues en dessous de la ceinture, et en fait qui embête tout le monde. Et je trouve que la première chose à faire, c'est un peu d'être capable, pour moi, il y a 3 étapes, tu vois? Il y a l'étape où, quand tu es face à une blague, sexiste ou sexuelle, bah, tu vas rigoler. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as envie de t'intégrer à l'entreprise, tu as envie de t'intégrer au groupe, tu as pas envie d'être mal vu, je veux dire, on l'a tous fait et c'est carrément normal. L'étape d'après, c'est de rien dire et l'étape encore d'après, c'est de dire: «Écoute, là, en fait, c'est lourd» ou «En fait, Mmh. on est au boulot, donc ça passe pas» ou «En fait, Ouais. ça fait 15 fois que tu nous fais cette blague, ou que tu lui fais cette blague et tu vois bien que ça la saoule, donc arrête». Donc c'est vraiment moi, mon premier conseil, c'est d'essayer vraiment de dire stop au sexisme de tous les jours, tu vois? Qui est, les petites interpellations familières, moi, à la réflexion, tu vois, j'aurais pu c'est un peu dans ta question à la fin où tu dis: «Si tu devais refaire les choses». Moi, je me rends compte que j'ai laissé passer vachement de trucs. Ah, dans ta carrière à toi, tu as Ouais, laissé passer beaucoup de choses? ouais. OK et que maintenant avec le recul, tu bloquerais, d'entrée? Ben, alors, en fait, je suis assez indulgente, je me force à être indulgente avec la jeune professionnelle que Ouais. j'étais et tu vois, quand je suis arrivée chez Pullman et que j'avais, je sais plus 26, 27 ans et que mon numéro 2 il en avait 50 et quand on visitait les chambres de l'hôtel pour X ou Y raison et qu'il me disait en mode blague, «Oh là là, si tu avais eu, 15 ans de plus, tu sais ce qu'on aurait fait toi et moi dans ce lit» et c'était une blague. Mais en fait, mis bout à Mmh. bout avec le fait qu'il Ouais, m'appelle ouais, Miss bien sûr. Qualité, qu'il me masse les épaules tous les matins, ça me permettait pas de prendre aussi ma place professionnelle Ouais, et c'était finalement un terreau assez fertile à ce qui s'est passé par la suite, tu vois? Donc je pense que ouais. j'essayais de me dire: «Bah, c'était dur aussi à ton âge et vu ton la Oui, différence». non, mais et puis il s'agit pas de t'auto-flageller, mais en effet de prendre conscience qu'il y a plein de choses où si tu le savais, si tu avais un peu plus le recul que tu as aujourd'hui, bah, tu aurais changé plein de Oui, choses, mais il y a pas que pour toi maintenant, j'imagine et c'est l'essence de ton métier aujourd'hui, c'est pour les jeunes filles et les jeunes hommes, d'aujourd'hui et de demain, bah, de les sensibiliser pour que quand ils seront dans la situation de Maud Pullman, eux, ils puissent réagir ouais. et ils se laissent pas avoir. Et j'en vois plein et tu vois, je vois que les Et bah, ouais. jeunes, ils sont et il y en a plein qui laissent beaucoup moins passer, hein, hommes comme femmes. Tu vois, qui sont Mmh. beaucoup plus sensibilisés parce qu'aussi avec, MeToo qui a eu lieu en 2017, la Ouais, les parole s'est réseaux libérée. sociaux sont bien pour Bah, ça. bien C'est sûr, que tu pars vite viral, hein. bah, bien Ouais. sûr. Mais du coup, moi, je vois bien que les jeunes, il y en a plein qui laissent moins passer et qui sont capables de dire, «Bon, en fait, là, c'est hors cadre», ou de faire une blague avec de c'est pas mal de répondre aussi, par l'humour, hein, ça décristallise un peu la situation, c'est pas mal. Mmh. Non, complètement. Tu as des, recommandations de alors on a parlé d'outils avec ce collier panique, anti-panique de tout à l'heure, mais, plutôt des outils informatifs ou des médias pour quelqu'un qui souhaiterait justement approfondir ce sujet ou même si on pouvait les envoyer à tous, les hôteliers qui font partie de ma communauté, tu recommanderais quoi? Bah, moi, je trouve qu'il y a un site qui est super bien fait, qui est pas du tout dédié aux hôteliers ni au monde du travail d'ailleurs, mais tu as un collectif qui s'appelle Nous Toutes, qui se bat contre les violences faites aux femmes et leur site, c'est une mine, de ressources et de stats et d'outils pour, comprendre ce que sont les violences faites aux femmes. Tu vois? Pas forcément que dans le secteur professionnel, mais je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour se sensibiliser au sujet.
Donc sur le site de Mmh. Nous Toutes, et il y a plein de formations qui sont gratuites d'ailleurs. Tu vois, tu peux le soir passer 2 heures à faire une formation VSS premier niveau pour comprendre justement cette pyramide et tout ça. Donc ça, je trouve que tout le monde, ça devrait être obligatoire à l'école de faire la formation Nous Toutes, je sais pas, au Ouais, lycée ou au collège. carrément. Ça, c'est une bonne ressource qui est totalement gratuite, qui est en ligne et qui est Bah, écoute, d'utilité publique. si tu m'envoies tout ça, je Mmh, les partagerai mmh, vraiment avec plaisir mmh. et dans ton mémoire, du coup, je l'ai réécouté la référence, il y a un podcast, Ouais. super, c'est Programme B. Alors je connaissais pas le podcast, mais le titre, il est assez, édifiant. C'est, «Le monde de la cuisine a-t-il raté son MeToo?» Ouais, cet Et il y a une épisode-là. série d'épisodes, ouais, et Ouais. j'ai écouté que le Mmh, premier. Alors je sais pas mmh, si les autres parlent là-dedans, et tu as, notamment des chefs de cuisine qui sont interviewés, mmh, des cuisinières qui ont mmh, été, victimes et qui racontent, et quand tu entends le truc, tu te dis: «Mais mmh, comment on peut laisser passer ça?» mmh, Alors que moi, je suis sûr que dans ma carrière, plein de fois à côté de mmh, moi, il s'est passé la même chose et que j'ai pas du tout été vigilant à ça, tu vois? carrément. Mmh, Cauchemar en cuisine, cet épisode-là, je t'enverrai le lien aussi, de Zazie Taviatan, Cauchemar en cuisine. OK, Ça, c'est un super, épisode de podcast, et c'est vrai ouais, que avec plaisir. c'est vrai que c'est fou quand même aussi le chemin qui a été parcouru, mais là où on en est encore aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même, encore beaucoup, beaucoup de violence, en cuisine. Il y a un super, compte Instagram aussi, qui s'appelle «Je dis non chef». Donc là, encore une fois, plutôt dédié à la cuisine, et où les femmes peuvent, raconter ce qu'elles vivent en cuisine. Donc ça Mmh. s'appelle #Je dis non chef. C'est un bon compte Instagram. OK, trop bien, et ben, on en a sur, tous les supports là, Mmh, des contenus à consommer. mmh. Je voudrais te proposer mon petit jeu. C'est le premier de l'année du coup, parce qu'on c'est le premier épisode de la saison 4 Vas-y, ensemble. j'écoute. Hem, Ça s'appelle mots-clés contre bénéfices. Donc je te donne les règles. Tu vas nous donner un mot-clé de ton choix, et si, mes auditeurs, donc les insiders, utilisent ce mot-clé avec une note, donc idéalement sur Apple Podcast, mais je l'accepte aussi sur YouTube parce que mes épisodes sont mis, sur YouTube. Ils reçoivent un bénéfice de ton choix. Alors, est-ce que ça va pas être un mot-clé trop long si je dis, harcèlement sexuel HCR? Ouais, je valide, et si on peut éviter les fautes d'orthographe aussi. Comme ça, c'est double challenge. Relisez-vous. OK, OK, alors, donc j'ai dit et quoi? J'ai dit bénéfice, harcèlement sexuel HCR, HCR, ouais. et bénéfice, moi j'aurais bien tendance à proposer, une session de conseils personnalisés. Ouais, Alors j'allais dire pour un ou une DRH, mais en fait non, pour la personne du coup qui pour met la son, personne, ouais. ouais. Avec toi directement. Ouais, sur, Et si jamais, vous êtes sous un pseudo, pas identifiable, soit vous m'envoyez le print screen sur LinkedIn, soit, en réponse à la newsletter qui sera envoyée pour le podcast, et je vous mets en lien direct avec Maud pour OK, une avec session, plaisir. privée. Chouette ça. OK. Et pour info, Heu, ça m'arrive de le faire, c'est-à-dire que parfois, maintenant par le bouche à oreille, je le fais, comme ça, enfin avec beaucoup de plaisir, de coups de téléphone, tu vois, de RRH ou de DRH qui vont me dire: mmh, «J'ai telle situation, à ton avis, enfin à votre avis, ton avis, de quoi s'agit-il?» Et la plupart du temps, il s'agit d'une situation de harcèlement sexuel. Mais tu vois, on a beaucoup parlé des managers, mais même les RH, et aujourd'hui, ils sont un peu paumés et ils savent pas toujours. Les situations sont difficiles à gérer. C'est ce que je te disais, c'est des nids à problèmes. Alors encore une fois, quand ça vient d'un client, c'est plus facile à gérer parce qu'après le client, il quitte l'hôtel ou il quitte oui. l'entreprise, il est pas toujours là. Mais quand c'est en interne, ça les situations tardent et sont difficiles à Ouais, je suis traiter d'accord. parce que, elles sont pas toujours évidentes, parce que par ailleurs les collaborateurs harceleurs sont parfois compétents, sont influents, font avancent à visage masqué, sont par ailleurs irréprochables, voilà. Et donc voilà, c'est pas toujours facile pour, les RH de savoir, s'il s'agit pas, d'une histoire privée entre 2 personnes qui tournent un peu aigres, ou si vraiment Mmh, l'employeur a une responsabilité. Donc ces sessions de conseil, elles peuvent être utiles, tu vois? complètement. Ouais, ça c'est hyper utile, et par rapport aux clients, je l'ai pas dit, mais il faut quand même que j'en parle. Tu dois connaître le label She Travel, qui a été créé Mmh, par Valérie Offenberg, que tout à j'ai fait. reçu, Mmh, l'an dernier, ou peut-être déjà l'année d'avant sur le podcast, qui est un très bon label pour, former les collaborateurs. Alors là, c'est exclusivement vis-à-vis des clients, mais c'est aussi une bonne, protection même pour les clientes, bien pour sûr. le coup, pour, ne pas être victime
de VSS ou de harcèlement quel qu'il soit vis-à-vis d'autres clients, parce que ça on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un risque dans les hôtels et il faudrait, je sais pas, avoir le même label côté staff, tu vois? Une entreprise qui soit labellisée Mmh. que, les collaborateurs sont formés au VSS et quelque part, est-ce que ça participe pas aussi à la marque employeur? Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors aujourd'hui, tu as une obligation légale qui est d'assurer la santé et la sécurité de tes collaborateurs et collaboratrices. Donc faire de la prévention, ça rentre dans les obligations légales, Mmh. notamment si tu as un cas, tu vois? Si tu as une affaire au prud'homme, l'employeur il va devoir montrer qu'il a mis en place de la prévention. Et oui. Après, ouais, un label, ça pourrait être une bonne idée. Ouais, tu vois, dans une logique de QVT, donc de Mmh, qualité de vie au travail, mmh. on est labellisé, notre staff, au moins, je sais pas, 70 de notre staff, est formé, au VSS, ont reçu une formation et après pourquoi pas, je sais pas, différents niveaux de formation, ouais. Ça me donne plein d'idées. Bien sûr, mais il y a la formation et puis il y a aussi, ça c'est important, mais la meilleure des préventions, c'est pas la formation, Maxime. Tu vois? Parce que moi, ce que je constate, mais c'est que, bah, parfois on envoie une formatrice comme moi et moi je suis bien contente parce que je gagne ma vie par ce biais-là. Oui. On m'envoie faire une petite formation d'1 ou 2 journées auprès du public cible, Mmh. sauf que les harceleurs sont protégés. Donc l'employeur se débarrasse un peu du sujet en disant: «Mais c'est bon, on a mis en place une formation». Ouais. Mais les ni à problème, les cas avérés ne sont pas traités. C'est-à-dire que la personne Mmh. harceleuse, elle est encore là. Et ça, c'est des situations qui sont compliquées. On les a toutes vécues en tant que formatrice ou formateur sur ces sujets-là, d'agir au niveau de la formation, de la prévention, mais au niveau de la sanction, quand il y a un cas qui est avéré, nous, on n'a pas la main là-dessus. Et moi, j'aime bien rappeler que la meilleure des préventions, c'est que tout le monde dans l'hôtel, dans l'entreprise soit au courant que s'il y a un cas, s'il y a un harceleur ou une harceleuse, le cas ne restera pas impuni. Et c'est plus important de savoir que le cas sera traité et que la personne sera, enfin voilà, que le cas va être traité avec une sanction disciplinaire, plutôt que de savoir qu'il y aura une prévention et que même s'il y a un cas, l'employeur il fera rien parce que de toute façon c'est trop compliqué à gérer. Ouais, non, c'est un bon point que tu soulignes. C'est le courage, ce que j'appelle le courage aussi managérial, parce que c'est pas toujours facile. Tu nous as déjà parlé de ton voyage, dans le passé quand, tu nous as dit un petit peu toutes les choses que tu changerais tout à l'heure, mais je te propose d'ouvrir sur, d'autres points. Alors on a parlé de médias et de recommandations, mais est-ce que tu as un livre en particulier que tu recommandes? D'ailleurs pas forcément en lien direct avec ton sujet. Moi, c'est une collection que j'avais envie de recommander aux auditrices et aux auditeurs. C'est peut-être que tu la connais, c'est la collection Totem ou Gail Meister. Ce sont Non. des récits ce sont des romans d'aventure et de nature qui se passent d'ailleurs souvent en dehors de la France. C'est des livres extraordinaires, c'est une collection que j'ai découvert il y a peut-être 2 3 ans, par la porte d'entrée d'un bouquin excellent qui s'appelle Dans la forêt, que j'ai un peu, renâclé à lire au début parce que j'aimais pas le titre, je le trouvais, barbant quoi, Dans la forêt, et en fait l'histoire est incroyable. C'est l'histoire de 2 sœurs, enfin d'une famille, qui habite en lisière d'une forêt aux États-Unis, et puis il va y avoir une pandémie, donc évidemment ça a été écrit bien avant le Covid, et une pandémie qui va les priver petit à petit de tout ce dont la famille a besoin. Et les filles vont se retrouver, les sœurs vont se retrouver à devoir vivre en autonomie dans leur petite maisonnette, et il va leur arriver plein de choses. Et je suis encore souvent dans cet univers, je me replonge souvent dans cet univers, dans leur forêt. Et moi, ça a été la porte d'entrée vers d'autres bouquins de cette collection comme Souquan Island ou Betty, My Absolute Darling. Ça, c'est des titres hyper connus. Si vous allez chez votre libraire et que vous lui demandez un bouquin de la collection Totem, il y a de fortes chances qu'il ou elle vous donne Dans la OK. forêt, Betty, My Absolute Darling ou Souquan Island. Les 4 que j'ai adorés. Trop cool. Moi, ça fait un peu de lecture pour Mmh. attaquer l'année. Mmh. Génial. Est-ce que tu as une citation favorite ou un mantra que tu aimes te répéter? Bah, pas trop, mais j'essayais pareil de me dire finalement, parmi tout ce qu'on entend qui peut nous porter, quelle est la phrase, que j'ai retenue? Et c'est marrant parce que c'est une citation qui a un peu rien à voir avec ma situation. Enfin, je sais pas, je pense qu'elle a dû me parler à un moment. C'est une phrase de Sartre qui dit: «La confiance se gagne goutte par goutte et se perd en litres». Je sais pas si OK, tu l'avais très déjà vrai. entendue celle-là? Non, jamais. Et je Ah, elle est pense bien. qu'elle m'a vachement marquée à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, elle est pas adaptée à bah, enfin, je trouve qu'elle me parle pas aujourd'hui, mais elle a dû me parler parce que c'est la seule que j'ai réussi à me remémorer,
Et OK. Ouais, mais je trouve qu'elle est ouais, assez très bien. vraie, en fait, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, Mmh, complètement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après toi, pour venir nous parler de tous ces sujets, que ce soit l'excellence de service, les VSS, hôtellerie-restauration, mais pas que, qui aimerais-tu voir invité sur Hospitality Insiders? Bah, j'avais pas pensé à elle, mais en fait, on l'a citée tout à l'heure, c'est Zazie Taviatan, celle qui a fait son podcast, Cauchemar en cuisine. Mais non, mais Ouais. je la connais pas personnellement, cette journaliste, mais j'avoue que, je pense qu'elle aurait plein de choses à dire, mais Mmh. c'est pas à elle que je pensais en priorité. Moi, je pensais plus à quelqu'un de mon réseau, qui s'appelle Jennifer Marant, qui est une, jeune femme qui est assez audacieuse parce qu'elle a monté une école, une formation hôtelière à côté de chez moi, tu vois, à Annecy, qui est pas une Mmh. région, où on a beaucoup, enfin, en Suisse, on a les grandes écoles, hôtelières, mais elle, elle a, Tu t'adresses à un Grenoblois qui est très fier de son école hôtelière. pardon, pardon, attention. Il y a de quoi faire, autour de nous, mais venant de Paris, c'est Mmh, incommensurablement différent. bien sûr. Donc je suis assez, j'ai été très bluffée par l'initiative de Jennifer qui a monté il y a 3 ans maintenant, je dirais, une école qui s'appelle GMH Formation où elle forme, voilà, elle amène c'est plutôt des adultes qui sont un peu en reconversion à embrasser une carrière de directeur ou directrice d'établissement, touristique. Et elle a une énergie dingue. Elle m'a fait confiance pour me faire intervenir dès le lancement de son école sur, bah, mathématiques, donc prévention des violences sexistes et sexuelles en milieu hôtelier. Et voilà, je trouve que son parcours est chouette. Elle a beaucoup d'énergie et c'est une entrepreneuse, tu vois, dans notre secteur qui est probablement pas très connue, Ouais. mais qui Ah, je participe serais ravi de l'avoir. ouais, ouais, elle Mmh. participe à une belle Écoute, initiative tu locale, ouais. tu me l'envoies et je la recevrai, sur le podcast avec grand plaisir. Tu regretteras pas. Elle est chouette. Trop bien. Quelqu'un qui aimerait continuer cette conversation avec toi, ma chère Maud, comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors déjà, on va pas me contacter pendant les 2 prochains mois parce que je Ouais, serai pas s'il vous plaît, contactable. soyez sympa. Voilà, bah, écoute, jusqu'à avril-mai, on te laisse tranquille, promis. Mmh, c'est sympa. Mmh. Surtout que dans le sujet égalité, femmes-hommes, tu sais, comme moi, que l'arrivée d'un enfant, c'est un moment Ouais. charnière dans la période, dans la carrière de la vie des femmes, donc pas toujours facile à gérer, mais on fait comme on peut. Et du coup, oui, à partir du mois de mai, avec plaisir pour continuer la conversation. Et alors moi, j'aime bien, le contact, chair et en os, donc si on peut se parler par visio ou par, téléphone, c'est ce qu'il y a de mieux. Et moi, j'ai toutes mes coordonnées sur LinkedIn et sur mon site internet OK. départégale.com, donc je suis Bah, je facilement mettrai ton rejoignable. LinkedIn et ton Mmh, ton site web, comme ça on pourra facilement te contacter. avec plaisir. Parfait, on a fait un bon petit tour déjà du paysage. Merci pour tous ces partages, Maud, et je voudrais te laisser, le tout dernier mot de la fin. Si tu avais un dernier message à transmettre à nos insiders, quel serait-il? Moi, j'ai envie d'envoyer un message, bah, super positif sur, le sujet qui est le mien, qui est pas toujours évident. Tu vois, on en a pas trop parlé, mais c'est vrai que VSS, dans le mot VSS, tu as violence sexiste et sexuelle, tu harcèlement sexuel, enfin, tu vois, c'est des termes qui sont lourds à porter. Et pour autant, je trouve que s'y atteler, que ce soit dans l'entreprise ou dans la vie de tous les jours, tu vois, être conscient de ce que ça veut dire et comment on peut les combattre, chacun à son échelle, c'est vraiment un bénéfice pour tout le monde. Donc surtout dans le monde de l'hôtellerie, hein, qui nous concerne. Mais en fait, ça demande un peu de courage, mais les résultats, pour avoir un climat de travail qui est apaisé, des ambiances de travail qui sont saines, et je vois bien que les hôtels, qui ont décidé, de traiter le sujet, sont des endroits où souvent il fait bon vivre, des great place to work, comme on dit. Donc je pense que tout le monde a à y gagner, à ne pas mettre la tête dans le sable en disant: «Oh là là, encore un truc lourd à porter, on parle de risque, de violence». Ben non, en fait, savoir ce à quoi ça correspond et comment on met en place des actions pour que le lieu de travail soit sain, soit apaisé et évite aussi pas mal de turnover, qui est la problématique, récurrente des hôteliers. Donc je les invite à travailler là-dessus, avec joie.